Madame, Monsieur, bonjour. Je m'appelle Samuel Nasri. Je vous présente votre émission Les Bâtisseurs. Je suis aussi le fondateur d'ExpertAssure.net, cabinet de courtage en crédit et assurance à Lunel. Les Bâtisseurs est une émission qui s'intéresse au parcours d'entrepreneurs qui ont réussi dans le monde du business. Pour certains, ils ont connu le dépôt de bilan, mais ont su rebondir. Des dirigeants d'associations qui ont changé la vie de leurs prochains, et aussi d'élus politiques, de militants de tous bords, qui ont réussi à changer le quotidien de leurs concitoyens grâce à leur combat. Vous profiterez des conseils et de l'expérience de nos invités, et aussi bien sûr de ceux de votre humble animateur que je suis. Aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur Florian Mentionne. Bonjour Florian. Bonjour. Florian Mentionne, est un entrepreneur à succès, un monsieur qui a écrit 24 livres, dont le livre « Comment vendre honnêtement », truisme et oxymore, que je vous conseille de lire. Truisme ou oxymore. Ou oxymore, pardon. Et aussi, tu es membre aussi de membres et président de plusieurs associations. Effectivement. Voilà. Donc, je te laisse te présenter à nous. Dis-nous qui tu es, où tu es né, tes études. Voilà. Alors, je suis carthaginois. Je suis de Carthage. Okay. C'est-à-dire donc l'autre côté de la Méditerranée. À 16 ans, je suis arrivé à Montpellier, au lycée Joffre, à Montpellier. J'ai fait une partie de mes études à Montpellier, puis après je suis allé à Toulouse, faire Subdeco à Toulouse, Sciences Po à Toulouse et Sciences Éco à Paris. Et après avoir travaillé 2-3 ans chez Burux, à l'époque où Unisys s'appelait Burux, donc je vendais de l'informatique, j'ai créé mon cabinet, le Florian Mentionne Institut. En abrégé, ça fait FMI, c'est assez facile à s'en souvenir en fait. Donc j'ai créé le FMI en 1976 dans le domaine des ressources humaines, puisque donc mon métier c'est de faire du conseil en recrutement, de faire de la formation, de faire de l'outplacement. L'outplacement c'est le contraire du recrutement, c'est aider les gens licenciés à rebondir. C'est faire des bilans de compétences et des audits humains et organisationnels. Bref, je m'intéresse aux hommes et aux femmes qui entrent dans l'entreprise, qui travaillent dans l'entreprise et qui sortent de l'entreprise. Donc je fais une boucle complète. Très bien. Donc là, j'ai bien vu que dans ton parcours, on va dire, tu n'as pas beaucoup travaillé dans le privé. 2 ans. D'accord. 2 ans auparavant. Parce que tu rêvais toujours d'être entrepreneur ou c'est juste que... Mon père était entrepreneur et pour moi c'était évident que je ne serais pas salarié pendant longtemps. Donc je suis juste resté 2 ans comme salarié pour apprendre les bêtises à ne pas commettre, les faire chez les autres et puis après donc démarrer mon activité. D'accord, très bien. Tu as aussi participé à des émissions radio, télé. Alors c'est vrai que ces émissions radio et télé c'était assez amusant, c'était en 92-93, c'était pendant la crise. Et je trouvais que les journalistes étaient assez moroses et accentuaient cette crise par une ambiance un petit peu délétère. Alors moi, je suis allé voir, par exemple, Télé Soleil, c'est la chaîne de la télé locale, en fait. Je suis allé voir la Gazette de Montpellier, je suis allé voir la Lettre M, et je leur ai dit, mais écoutez, vous parlez que des catastrophes, mais sachez qu'il y a quand même des chefs d'entreprise qui recrutent en permanence. Et moi, je les aide à recruter leurs cadres. Ils m'ont dit, oh, il n'y en a pas beaucoup. J'ai dit, écoutez, si vous voulez, moi, chaque semaine, je vous interviewe un chef d'entreprise qui recrute. Et effectivement, donc chaque semaine, j'ai interviewé un chef d'entreprise qui recrutait, aussi bien donc sur Télé Soleil que sur la Gazette de Montpellier. C'était une très très belle émission. Et ma femme, elle, qui était conseillère des prud'hommes, elle interrogeait un candidat qui cherchait un job. D'accord. Et donc vraiment, à nous deux, on avait les deux côtés du marché du travail, en quelque sorte. Je sais que, on va dire, parlons un petit peu de ta femme, je sais qu'elle a beaucoup participé dans ta réussite, on va dire. Entrepreneurial. Dis-nous quel a été, on va dire, son apport. C'est important d'avoir quelqu'un qui vous aide, qui vous supporte en fait, qui vous encourage. Et c'est vrai que le premier séminaire que j'ai animé, tout seul comme un grand, donc j'avais 25 ans, 26 ans, j'ai formé, je me souviens très très bien, j'ai formé des vendeurs d'engrais. Des engrais. Et ces gens-là, qui avaient une 50aine d'années, vendaient de l'engrais à des agriculteurs. Okay. Les Anglais, je ne savais pas du tout ce que c'était. Agriculteurs, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et je suis un citadin, en fait. Et puis, les techniques de vente, j'avais 25 ans et les gens qui étaient en face de moi avaient 50 ans, dont 20-30 ans d'expérience. Et je me suis dit, il me faut un soutien, il me faut une force morale durant ces séminaires. Et j'ai demandé à Christine de venir
participer au séminaire, pour distribuer des documents, mais surtout pour être présente. Et sa seule présence présence, était importante. voilà, elle était importante en fait. Elle m'a irradié du positif et j'étais bon parce qu'à la fin, le directeur commercial, au bout de 4 jours, m'a dit ah monsieur Ansiode, on voit vraiment que vous avez l'habitude d'animer des séminaires. Ouais. Ah, que c'était la première fois. Le premier séminaire que j'animais donc. Ouais. Et là, par exemple, en regardant un petit peu la présentation du Florian Mention Institute, etc., là, on remarque que tu as mis du temps à recruter ton premier employé. C'est des années. Parce que ça, c'est une très grosse difficulté chez la plupart des entrepreneurs ici, en France, etc. C'est que le premier employé, généralement, coûte très cher pour l'entreprise. Parce que déjà, elle n'est pas assez solide. Elle ne gagne pas forcément assez d'argent. Donc, il faut bien choisir son premier employé. Parce que si tu le choisis mal, tu te retrouves au prud'homme ou s'il te fait des bêtises, ça peut faire tomber des années de travail et de sacrifices. Tu vois. Donc, toi, par exemple, bon, tu es un spécialiste en ressources humaines, donc je pense que tu as su choisir ton employé, ton premier employé. Donc, quel est le conseil que tu donnerais à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, pour réussir leur premier recrutement? Alors, voilà. Au-delà des difficultés inhérentes au recrutement d'un collaborateur, il y a d'abord, quand on crée l'activité, la maîtrise du savoir-faire. Quand on fait du recrutement, quand on fait de la formation, il faut créer des procédures, il faut créer des outils, il faut les utiliser. Donc ça me semble évident qu'en tant que patron, je devais non seulement créer les outils, mais bien les utiliser et me rendre compte qu'ils étaient efficaces. Oui. Avant d'embaucher un salarié, il fallait que moi-même, je puisse bien les maîtriser. Et pareil, dans toute entreprise, y compris dans les TPE, on a intérêt à assumer toutes les fonctions commerciales, administratives, de prospection, de téléphone, de tout en fait. Donc avant d'avoir quelqu'un, il faut toucher à tout. Voilà, il faut toucher à tout, il faut savoir tout faire. D'accord. Et après, c'est plus facile. Parce qu'après, on peut former plus facilement son collaborateur, on peut l'aider, on peut l'encadrer, on peut l'aider à grandir. Moi, je pars du principe qu'un bon manager, c'est celui qui fait grandir ses collaborateurs. D'accord. Mais quelles sont les qualités premières qu'on est censé, nous, entrepreneurs, trouver chez la personne qu'on doit employer en premier ou nos premiers employés? Quels sont les... C'est pas une question facile. C'est pas une question facile? Non. Parce que ça dépend du métier, ça dépend Oui, ça dépend du poste en fait. Ça me gêne de dire des banalités, avoir de la loyauté, avoir quelqu'un qui va s'investir, quelqu'un qui va se défoncer, qui va défendre les intérêts de l'entreprise. C'est évident en fait. Mais ce n'est pas lié à la personne. C'est lié au mode de management. Si tu veux, en tant que patron, tu dois être exemplaire. Tu dois donc montrer l'exemple, tu dois être bienveillant, tu dois aider l'autre à exprimer ses talents. Donc si tu veux, la réussite d'un salarié ne dépend pas que de ses simples qualités. La réussite d'un salarié, elle dépend de toi, elle dépend du patron. C'est paradoxal en fait. Moi quand on m'appelle, quand un client m'appelle, il me dit je veux quelqu'un, que ça comme ceci, que ça comme cela. Voilà. Je dis d'accord, et vous qu'est-ce que vous allez faire pour l'aider? Je me dis comment je vais faire pour l'aider? Mais je veux quelqu'un un vendeur, je veux un vendeur qui vende. Donc je veux qu'il vende. Mais d'accord. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire pour l'aider à vendre? Vous faites du mailing? Vous faites du phoning? Il peut inviter ses clients au restaurant? Vous avez un stand sur un salon professionnel? Il peut vendre, il peut offrir des échantillons? Et quels sont les outils que vous avez mis en place pour l'aider à réussir? Donc tu vois, je trouve que c'est très important. On fantasme toujours sur le candidat idéal qui va... si c'est un commercial, faire un gros chiffre d'affaires. Si c'est un comptable, implanter une compta analytique facilement. Oui. Implanter l'ordinateur, un réseau. Oui, d'accord, il va le faire. Mais est-ce qu'on lui donne des moyens de réussir? Ça, c'est important. D'accord. Je ne sais pas si tu connais, je pense que tu dois le connaître, Warren Buffett, l'entrepreneur américain, là, qui a dit justement, votre employé ou votre collaborateur doit avoir 2 qualités. L'intelligence et la loyauté. Si il n'a pas cette dernière qualité, la première vous tuera. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais il faut avoir un maximum de qualités. Mais non seulement il faut avoir des qualités, mais il faut les exprimer. C'est ce que je veux dire en fait. Et pour exprimer des qualités, le rôle d'un manager, du N+1, pour faire simple, ce rôle il est fondamental. C'est lui ça va être le tuteur en fait. C'est lui qui va faire grandir l'autre. Moi j'ai bâti un concept, j'ai créé un concept qui s'appelle le management épiphyte. Explique-nous. Voilà. Parce que là... Le management épiphyte, qu'est-ce que c'est?
Je suis parti de Boris Cyrulnik, qui a créé le concept de résilience et qui applique le concept de résilience aux ressources humaines. Pour faire simple, Boris Cyrulnik s'est appuyé sur une loi naturelle. On prend une barre métallique que l'on tord. Au bout d'un certain temps, en fonction de certains paramètres, elle redevient à peu près normale. Oui. Donc il applique cette loi naturelle à des enfants qui ont été violés, violentés, qui repris en main peuvent devenir, entre guillemets, normaux. Moi je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de trouver une loi physique que l'on peut appliquer dans le domaine des ressources humaines. Et j'ai pensé à la différence qui existe entre la plante parasite et la plante épiphyte. Pour faire simple, la plante parasite, elle se développe sur un tronc en lui piquant la sève. Le gui est une plante parasite. Alors que la plante épiphyte, elle, se développe sur un tronc sans lui piquer la sève. L'orchidée est une plante épiphyte. Et quand on regarde bien, on s'aperçoit que dans nos familles, dans nos entreprises, on a des plantes parasites et des plantes épiphytes. Par exemple, dans la famille, on a tous un neveu, qu'on appelle Tanguy, par exemple, au hasard, et qui vit au crochet de la famille. J'espère que tu vises pas quelqu'un là. Ça ne vise personne. Donc, ce brave Tanguy, il parasite la famille. Il vit au crochet de la famille, en fait. Dans nos entreprises, on a des gens qui parasitent l'entreprise. On appelle ça placardisés. Ils sont placardisés. Mais ils pèsent sur l'entreprise. Ils démotivent leurs collègues. Oui, puis ils coûtent cher pour rien. Ils font pas grand-chose. Ils sont là, voilà. Et à l'opposé, on a des plantes épiphytes dans nos familles, donc des jeunes à fort potentiel, que l'on aide, que l'on va faire grandir, et qui vont se développer à leur profit et au profit de la famille. D'accord. Et pareil dans les entreprises, on a des jeunes à fort potentiel, que l'on va faire grandir. Et moi, pour moi, le rôle d'un manager, c'est d'aider les autres à grandir. C'est ça, le rôle d'un manager. Il faut être un support de plantes épiphytes. D'accord. Alors, ça semble évident. Je te dis ça, tu me dis, c'est évident, Florian. Dans la pratique, c'est plus complexe que ça. Il n'y a pas longtemps, j'avais un chef des ventes à recruter pour un de mes clients. Donc, je présente 3 candidats à mon client. Et mon client, c'était le DG et c'était le directeur commercial, donc le N+1 du candidat. Je présente 3 candidats, et parmi les 3 candidats, il y en avait qui avait une bonne paire de bras, tu vois. Donc, un gars qui a une forte personnalité. Et quand ce candidat-là a commencé à se présenter avec une bonne autorité naturelle, un bon charisme, j'ai vu dans le regard du directeur commercial qu'il avait la trouille. Il avait peur de lui, quoi. Il s'est dit, il va me bouffer. Il n'a pas dit comme ça. Mais je voyais dans ses yeux qu'il se disait, il va me bouffer. Et je regardais le directeur général. Le DG, lui, il devait se dire, le mec, il dit, bon, si on l'embauche, si un jour mon directeur commercial me claque entre les doigts, il pourra le remplacer avantageusement. Voilà. Moralité, il n'a pas été pris. Parce que le directeur commercial le voyait comme un ennemi, un adversaire. Voilà, Donc faire grandir les autres, en théorie, ça semble facile. Dans la pratique, c'est plus difficile. Les hommes politiques le savent bien. Tous les présidents de la République prennent un Premier ministre un petit peu effacé en retrait, pour justement ne pas se faire bouffer. Et même comme ça, il y a des candidats potentiels. D'accord. Donc là, pour parler de ton cabinet... Donc pour répondre à la question, quelles sont les qualités nécessaires, toutes elles sont nécessaires, mais je crois qu'il faut qu'on ait un bon terreau. On doit avoir des gens perfectibles. Voilà. L'idée, c'est d'avoir des gens perfectibles, sachant que le rôle du manager, c'est d'aider cette personne perfectible à émerger, à grandir. On doit jouer le rôle de tuteur. Voilà. Donc, être exemplaire, être bienveillant. C'est ça, exemplaire aussi, c'est très important. Oui. Demande pas à tes employés de venir à 9h du matin au travail si toi tu arrives à 11h. Exactement. C'est logique. Tout à fait. Donc là, pour reparler de ton cabinet, le Florian mentionne Institut. FMI. Le FMI, voilà. Donc, là, j'ai cru comprendre que tu t'es développé en licence de marque aussi. Tout à fait. Donc, raconte-nous comment tu as fait. Parce que ça, c'est très... La manière dont on organise sa société, elle doit être en corrélation avec sa propre personnalité. Ma personnalité, c'est de faire confiance aux gens et de les traiter en adultes. D'avoir des gens responsables en face de moi. D'accord. Pas de bons exécutants. Et le salariat, pour moi, c'est un système avec de bons exécutants. Je préfère avoir avec moi, pas sous moi ou en face de moi, mais avec moi, des chefs d'entreprise. Des gens qui veulent se mettre à leur compte. Et je préfère trouver un consultant qui a envie de se mettre à son compte et qui se dit, si je m'appelle Jean Dupont Conseil, je vais faire 100 de chiffre d'affaires, mais si je prends la marque Florian Monceau Institut, est-ce que je fais 100 ou est-ce que je fais 110, 120 ou 200? S'il pense que moi je peux l'aider à faire 200, on va faire un bout de chemin ensemble. Voilà, c'est le but, c'est ça en fait. Et ça correspond bien à ma personnalité parce que moi, j'aime dormir la nuit.
C'est important de bien dormir la nuit. Hein. C'est très important. Voilà, jamais dormir la nuit. Donc mon gars de Nantes, je veux pas me dire la nuit, mais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Est-ce qu'il est allé faire une partie de golf? Ou est-ce qu'il a bossé? Non. Un grand garçon, il est responsable, il vend, ben, il facture. C'est pour lui. C'est pour lui. Et une partie pour moi, heureusement. C'est logique. Mais s'il ne vend pas, eh ben, c'est comme ça en fait. Hein. Et là, je dors bien la nuit. Voilà. D'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on imagine, un système organisationnel en fonction de sa propre personnalité. D'accord. S'il y a des systèmes de contrôle qui sont mis en place, c'est parce qu'on n'est pas sûr de soi, parce qu'on a peur que l'autre il nous fasse des malversations ou autre. Non. Non, moi, je préfère avoir des gens en qui j'ai confiance, autonomes et responsables, et c'est beaucoup plus à l'aise. Mais quel est le concept du Florian Mention Institute? Alors, c'est parce que normalement, quand on veut se développer en sciences de marque, on développe d'abord un concept. Bien sûr. Voilà, c'est une affaire qui marche. C'est ça qu'on vend réellement. On vend du succès. Bien sûr. Voilà. Alors, si tu poses la question autour de toi, qu'est-ce que le Florian Mention Institute? Que fait Florian Mention? On va te dire c'est un recruteur. Voilà. Oh, c'est faux, je ne suis pas recruteur. Je ne suis pas recruteur. Pourquoi je ne suis pas un recruteur? Parce que mon concept, justement, consiste non pas à vendre des CV, mais à résoudre un problème organisationnel et humain. Exemple. Un client m'appelle, il me dit, Monsieur Mention, voilà, j'ai un problème, je suis implanté à Montpellier, j'ai un directeur commercial, des 5 commerciaux. Un commercial par département, un dans l'Hérault, l'Aude, le Gard, l'Aude et les PO. Voilà, mon commercial du Gard vient de partir, je dois le remplacer. Est-ce que vous pouvez m'aider à le remplacer? Parce que je veux quelqu'un... besoin exprimé, mon commercial du Gard s'en va, je dois le remplacer. Et il est honnête quand il dit ça. Alors moi je me dis, est-ce que le besoin exprimé correspond vraiment à la réalité? J'en suis pas sûr. Parce que quand on y réfléchit bien, quel est son problème réel à ce brave homme? C'est pas de recruter un commercial sur le Gard, contrairement à ce qu'il dit, et contrairement à ce que tout le monde pense, y compris les téléspectateurs. Tout le monde pense qu'il faut, le commercial du Gard s'en va, il faut le remplacer. Non, il ne faut pas le remplacer. Son besoin réel, c'est quoi? C'est de faire du chiffre sur le Gard, ou mieux, de faire de la marge sur le Gard. Et ça n'a rien à voir. On se pose cette fois-ci la bonne question. Et on va se dire, comment puis-je faire de la marge sur le Gard? Et je vais lister mes solutions. Avec un téléprospecteur. Peut-être qu'avec un téléprospecteur, je peux faire de la marge sur le Gard. Donc je n'ai pas besoin d'avoir un commercial terrain sur le Gard. Avec un chauffeur-livreur. Peut-être qu'avec mon commercial de la Lozère, qui va faire la Lozère et le Gard, je peux faire du chiffre d'affaires sur le Gard. Peut-être qu'avec le chat des ventes, qui va faire chat des ventes et commercial sur le Gard. 5 en embauchant quelqu'un sur le Gard. Mais ce n'est qu'une des 5 solutions. Ce que je veux dire, c'est que je ne prends pas pour argent comptant la demande de mes clients. C'est pas parce qu'ils me disent « je veux embaucher un responsable de la communication » que je vais lui embaucher un responsable de la communication. Je ne sais pas s'il lui faut un responsable de la communication. Ce dont je suis sûr, c'est que la fonction communication doit être pérenne dans l'entreprise. Ça oui. Mais est-ce qu'il faut une personne? Je ne sais pas. Peut-être qu'on peut passer par des agences de communication extérieures, par des gens qui ont un contact avec la presse, peut-être que chaque service peut avoir quelqu'un d'évolu, etc., etc. Donc c'est, pour moi, j'essaye d'avoir une approche globale. Non. D'accord. Deuxième exemple très simple, il n'y a pas longtemps, un coup de fil d'un chef d'entreprise, une PME, il dit « Monsieur Mention, c'est terrible, je cherche un commercial et je n'en trouve pas. » Ça fait 3 fois que j'embauche un commercial et 3 fois que je tombe sur un Morel. Parce que vous savez, en France, on fabrique des fonctionnaires, on ne fabrique plus de commerciaux. Je dis « Ah bon ?» Vous comprenez, à chaque fois, je suis tombé sur des nuls. Je dis « Je peux discuter avec votre Ces staff ?» commerciaux-là? Oui, votre staff déjà. Oui, bien sûr. Je fais mon tour de piste, je vais rencontrer les cadres, puis je reviens voir le chef d'entreprise, je dis monsieur le client, votre problème aujourd'hui, c'est pas un problème de recrutement d'un commercial. Si j'ai bien compris, d'après ce qu'on m'a dit, votre problème, c'est votre chef des ventes. Votre chef des ventes, il fait pas de formation, il fait peu de réunions. Quand il fait des réunions, il casse les commerciaux, il va pas sur le terrain. Votre problème, c'est votre chef des ventes, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'il me répond. Grave, hein? C'est ce qu'il me répond. Je le savais, monsieur Mention. Du con. Je dis pas du con, mais il comprend, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Soit vous gardez votre chef des ventes et je n'accepte pas. Cette mission. Je n'accepte pas, c'est la mission de recruter un commercial. Soit se planter, vous savez vous-même que c'est pas le problème. Hein?
Soit vous vous en séparez, je peux vous aider par une mission d'outplacement, puisque j'ai tout à l'heure que je fais également de l'outplacement, on fait une mission d'outplacement, puis après on lancera un recrutement d'un chat des ventes et puis d'un commercial. Soit, d'après ce que j'ai entendu autour de mon tour de piste, votre SAV était un petit peu défaillant, peut-être que votre chef des ventes peut riper, peut évoluer vers un poste de responsable du service client, service SAV. Et on le fait évoluer là, on embauche un chef des ventes et un commercial. Voilà. Mon rôle à moi, c'est d'être conseil en organisation. Or, je ne le dis pas. Sinon, je vais faire peur à mon client, en fait. Bien sûr. Mais mon rôle, c'est ça. C'est d'avoir une approche globale. Et pas, je veux un chef des ventes, mes confrères. Je ne dis pas de mal de mes confrères, mais... Vas-y, lâche-toi si tu veux. Parce que ça m'énerve, en fait. Mais ce sont des exécutants. C'est-à-dire que si le client lui dit, je veux un bon commercial, qu'est-ce qu'il fait, le mec? Il prend un stylo, 30-35 ans, peut-être 36-37. Bac plus 2, peut-être bac plus 3 ou peut-être autodidacte. Je vous rajoute un peu de PowerPoint et un petit peu d'anglais. Non, c'est pas sérieux. Voilà. Voilà. Certains se bornent à être des exécutants, des bons exécutants. Et c'est pas ça le métier de consultant. Très bien. Donc là, pour développer tes affaires, comme tout le monde, je pense que tu as beaucoup, on va dire, axé ton développement, on va dire, sur le développement de ton relationnel. D'accord? Oui. Ton réseau. Hein. Oui. Eh bien, dis-nous comment tu fais pour développer ton réseau. C'est vaste. Je sais que c'est vaste parce qu'on va en parler, mais... C'est vaste, mais développer un réseau... Qu'est-ce que tu me donnerais, moi, comme conseil à un jeune entrepreneur comme moi? Je vais te donner le conseil. Ouais. Mais la philosophie du réseau, si tu en fait, si tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas faire de réseau. Faire du réseau, c'est pas une obligation. Si tu n'aimes pas aller à des cocktails, ne fais pas de réseau. Si tu n'aimes pas aller rencontrer des gens que tu ne connais pas auparavant, ne fais pas de réseau. Voilà. Quand je lis un bouquin, Comment se faire des amis par Dale Carnegie, je connais, ouais. Voilà. Il me fait peur, ce livre-là. Je l'ai lu, avec beaucoup d'intérêt. Il me fait peur. On ne peut pas se faire des amis de manière... un, tu dis comment il va. Deux, et vous demandez, et ça va, et votre femme, comment va-t-elle? Et le chien, il va bien? Non. C'est pas une procédure à appliquer, en fait. Je crois que dans le relationnel, il y a l'amour, entre guillemets, des gens. Il faut aimer les gens. Si tu n'aimes pas les gens, reste chez toi. Fais Internet, fais de l'emailing, ça va te rapporter plus, en fait. Tu vas t'enquiquiner. Parce que offrir une carte de visite dans un cocktail, c'est une technique, mais il faut que ça ne soit pas artificiel. C'est normal. Il faut que ça vienne tout seul. Il ne faut pas que tu fasses peur aux gens, quoi. Il ne faut pas leur faire peur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut éprouver du plaisir. Voilà. Il faut éprouver du plaisir. Moi, rencontrer des gens, j'adore ça. Tout le temps. Tout le temps. Ouais. Déjà, à Subdeco, j'étais vice-président de la corpo des élèves, je m'occupais des choses, j'organisais des débats, on faisait des trucs, on recherchait des sponsors, bon, on faisait des tas de trucs en fait. Ben, ça me plaisait. Je faire les choses parce qu'elles plaisent, pas parce qu'elles rapportent. Voilà. Le tort, il ne faut jamais rentrer dans un réseau en se disant je rentre là-dedans pour faire du business. Alors là, on est sûr que ça ne marchera pas. On y va parce que ce réseau-là, cette association-là, fait des choses intéressantes. Et je vais apprendre de telles choses. Voilà. Et si en plus je fais du business, tant mieux. Mais il ne faut pas que ce soit le seul objectif. D'accord. Donc là, par exemple, j'ai vu que tu fais partie de plusieurs assos. Hein. Donc là, par exemple, tu as même fondé Art Entreprise. Oui, en 93, qui marche très très bien. Et ce week-end, on était présents à la nouvelle foire de l'art contemporain qui a eu lieu à l'Arena, qui s'appelle maintenant Art Montpellier. Il y avait 40 stands et Art Entreprise, donc l'association que j'ai créée en 93, avait un super stand avec 4 peintres et 2 sculpteurs sur notre stand. Le but est de faire un petit peu de mécénat, de réunir des chefs d'entreprise qui veulent faire rentrer l'art dans l'entreprise. On est parti du constat que les salariés ou les gens de manière générale avaient du mal à pousser la porte pour rentrer dans une galerie de peinture. Donc on s'est dit, puisqu'ils ont peur de rentrer dans une galerie de peinture, on va faire le contraire. On va prendre les artistes, on va les faire rentrer dans l'entreprise. C'est aussi simple que ça. Le conseil est simple en fait. Et c'est ce qu'on a fait.
Et donc, ça a permis de faire des mini-expositions dans les entreprises, de faire rencontrer et discuter des salariés avec des peintres. Jamais ils avaient discuté avec un peintre ou avec un sculpteur. On a même fait au lycée à la Merci, on a même, pendant une semaine, accroché des toiles dans le réfectoire. C'est-à-dire que les élèves, pendant une semaine, ont mangé avec des toiles accrochées au mur. Et puis après, les peintres sont venus, ils ont discuté avec les élèves. C'était génial. Et les profs, c'était génial. C'est vrai que moi, quand on y pense, par exemple, j'ai vécu pendant des années en pensant que j'étais pas le genre d'homme à aimer tout ce qui est artistique, l'art, etc. Mais c'est en baignant un petit peu dedans, en découvrant certaines choses. Par exemple, j'ai découvert les tableaux de Salvador si je me trompe, Dali, Ouais. voilà, que j'ai beaucoup apprécié. C'est là que je me suis dit, si moi, ça m'a plu, ça va intéresser tout le monde. Il suffit juste de donner un peu de valeur à cette activité, c'est tout. Puis il y a une telle palette de création dans l'art qu'on trouve toujours son bonheur, en fait. Hein. À Art Montpellier, au salon d'Arena, il y avait 40 galeries. Il y avait forcément, tout le monde allait trouver son bonheur. En tableau, en sculpture, en photo. Après, je vois que tu as été membre de l'association des dirigeants commerciaux de France. DCF. Ouais, j'étais président pendant 3 ans des DCF de Montpellier, 3 ans au niveau régional. Donc c'est une association qui regroupe des responsables commerciaux et qui discutent de problèmes commerciaux dans l'entreprise. Ça, c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Il y a aussi la Mensa, c'est ça c'est comme ça que ça se dit? Oui, Ou le Mensa? La Mensa. Ouais. La Mensa? Mensa. Mensa, ça veut dire la table en latin. C'est la table ronde. C'est le symbole de la table ronde où les gens sont à égalité derrière, autour de la table en fait. Hein. Bon, c'est une association dont je parle très très peu. Là, tu es tombé par hasard là-dessus dans ce livre. Mais Mensa est une association qui regroupe des gens qui ont un QI supérieur à 132. D'accord. Voilà. Bon, Ouais. donc je m'en glorifie pas. Ça ferait trop prétentieux. Ouais, il faut se dire, il se la pète. Ouais. Voilà, ma femme me dit, je préfère que mon mari soit le président de Mensa que le roi des cons. Mais voilà, Elle a raison, elle a raison. Elle n'a pas tort. Elle est pleine de bon sens, ma femme. Ensuite, je vois que tu es membre aussi de l'Institut Psychanalyse et Management. Voilà, alors c'est moi qui l'ai créé à Montpellier, l'IPM, l'Institut Psychanalyse et Management, pour rassembler deux mondes qui semblent éloignés. Hein, la psychanalyse Oui. et puis L'entrepreneuriat. et Non, l'entrepreneuriat ou les managers en fait. Hein. Ouais. Voilà. Parce que normalement, un bon manager, c'est avant tout un bon psychologue. Oui, il y a J'ai ça, envie de dire, il y a non, ça, c'est, il y a ça, il y a ça, hein. Mais dans la psychanalyse, il y a surtout le poids de l'inconscient. Et dans nos relations avec les autres, le poids de l'inconscient nous freine parfois dans nos actions. Donne-nous par exemple des exemples, ça m'intéresse. Ben, le poids de l'inconscient, c'est-à-dire ce que j'ai vécu comme dans ma jeunesse, ça va peut-être m'entraver dans ma relation avec l'autre. Mes origines sociales, mes origines culturelles, mes origines du lieu où je suis né, si tu vois ce que je veux dire, mon cher Samuel. Ouais. Très bien. Inconsciemment, ça peut nous freiner. Moi, je suis né de parents siciliens. Bon, pendant longtemps, j'ai caché, entre guillemets, ou je me suis caché mes origines siciliennes. Aujourd'hui, je les revendique haut et fort, parce que pour moi, c'est une plus-value dans ma manière d'appréhender le monde, en fait. Hein. Et je suis fier d'avoir des origines siciliennes. Après, c'est plus facile, je pense, d'avoir des contrats, parce que tu vas voir le gars, tu lui dis, écoute, tu me files le contrat, sinon il y a un cousin comme ici qui va venir te voir, alors. C'est pas aussi simple que ça. Ah ouais. Mais voilà, l'inconscient, c'est c'est le complexe d'Oedipe. Dans l'exemple que je citais, du directeur commercial qui a peur d'embaucher un chef des ventes, un numéro 2 très compétent, il a peur de se faire tuer. Comme le père a peur de se faire tuer par son fils. C'est le complexe d'Oedipe, en fait. Hein. On est plein dans l'inconscient, en fait, hein, avec ce que disait Freud, en fait. Hein. Donc c'est intéressant de s'apercevoir que dans les entreprises, il existe l'acte manqué. C'est pas un hasard, l'acte manqué, en fait. Hein. Et donc, on explique bien qu'est-ce qu'un acte manqué. Moi, quand je vois un candidat qui vient en retard, qui n'a pas rempli le dossier de candidature qu'on lui a demandé de remplir, c'est un acte manqué, hein. Ou qu'il a oublié les documents, ses diplômes chez lui. Il n'y a pas de hasard, en fait. Hein. Il y a souvent quelque chose. Voilà. C'est comme s'il n'était pas vraiment intéressé par le poste. Il y a quelque chose. Voilà. Il y a toujours un truc. Voilà, il y a quelque chose. Et justement, une démarche qui s'intéresse à l'inconscient, c'est une démarche qui fouille un petit peu. Ce qui est dangereux dans le recrutement, c'est le donc.
D-O-N-C, donc. Ça, c'est très dangereux. Je vais prendre un exemple. Ouais. Si j'apprends au cours de l'entretien, alors que je ne lui ai pas posé la question, Oui. que son père, le père du candidat, il est flic ou il est instituteur, hein, s'il aborde lui-même ce sujet, je n'ai pas à l'aborder, on n'a pas à parler de ça dans un entretien de recrutement, mais s'il aborde lui-même ses origines familiales et qu'il parle de son père en tant que flic ou en tant qu'instituteur, c'est pas neutre sur sa personnalité, sur la constitution de sa personnalité. Avoir un père flic ou un père incite, c'est pas neutre. C'est Là aussi, des dangereux. métiers qui... Alors, ce qui est dangereux, c'est de dire père flic, donc. Père incite, donc. Voilà. C'est le donc qui est dangereux. En revanche, que ça ait du sens, ça, oui. Et donc, la bonne démarche, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui s'est caché, qu'est-ce que ça a apporté, cette formation paternelle avec une relation à l'autorité qui forcément a dû faire grandir le candidat. D'accord. Avoir un père CGT ou un père Front National, bah, c'est pas pareil. Forcément, ça a une influence sur sa personnalité. Forcément. Alors si en plus il est Front National et CGT, alors là, Là, c'est- et flic. T'as fait partie, enfin, tu fais toujours partie, je pense, du MEDEF aussi. Oui, voilà. Le MEDEF, bon, c'est un syndicat professionnel en fait, hein, qui défend les intérêts des patrons. Je pense que à plusieurs on est fort, on est plus fort. Voilà. Et moi j'aime bien faire partie de groupes. Justement, quand tu me dis à plusieurs, on est plus fort. Moi, par exemple, dans mon parcours d'entrepreneur, je m'attendais pas à ça personnellement, hein. Je suis tombé sur beaucoup de gens qui se sont mis sur mon chemin, Mhm. qui m'ont mis des obstacles de malade. Après, je ne sais pas, certains, je ne sais pas pourquoi, certains certainement consciemment, d'autres inconsciemment, je ne sais pas. Mais toujours est-il, j'avais ce sentiment, c'est parce que ces gens-là se disaient peut-être, bon, il peut rien faire. Il ne pourra pas nous sanctionner, il pourra pas. Je me dis, hein, il se peut que je me trompe. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours dit, trouve-toi justement, adhère à un syndicat, etc. Soyez nombreux et défendez vos intérêts en groupe. Je suis sûr que personnellement, si j'avais adhéré au MEDEF ou autre plus tôt, moi je pense que j'aurais pu affronter tous ces obstacles les dépasser beaucoup plus rapidement peut-être. Bien sûr, mais Et, déjà un chef d'entreprise, ils sont isolés. Hein. Il est pris par la gestion du quotidien, il prend peu de temps pour prendre du recul et réfléchir à sa condition, à sa relation avec les fournisseurs, les administrations, etc., ses clients. L'intérêt d'un syndicat, c'est que ça nous permet d'être en relation avec d'autres chefs d'entreprise qui ont les mêmes préoccupations que nous. Et ces mêmes préoccupations, ben en échangeant, on va mieux les appréhender et on va tirer parti des expériences des autres. Et on va s'enrichir au contact des autres. C'est ça l'intérêt en fait. Hein. Seul, on est faible. Hein. Donc même c'est des faire fois, preuve d'unité. tu peux connaître la bonne personne, on va dire, au bon moment. Tu as quelqu'un qui est dans une administration, il t'emmerde. Tu sais qu'il connaît on va dire, ton ami. Tu peux lui dire, vas-y, Oui, passe-lui un coup de fil. mais là, tu fais plus appel au passe-droit et au copinage plutôt qu'autre chose. Moi, je me borne simplement à dire l'expérience de l'autre peut m'aider. Voilà, l'expérience de l'autre peut m'aider. Il peut te donner des conseils pour dépasser cet obstacle. Oui, et puis il Pas va besoin me de- dire comment faire. Je sais pas, un salarié arrive tout le jour en retard. Bon, plutôt que intuitivement réagir par rapport à cette personne qui arrive toujours en retard, bah, c'est intéressant de savoir comment d'autres chefs d'entreprise Aurait géré ce Voilà, cas. voilà. Donc, moi j'étais très frappé quand j'étais étudiant. Ouais. Quand j'étais étudiant, j'ai fait plusieurs stages. Il y en a deux qui m'ont frappé. Ouais. Un premier, c'était chez Fiat à Turin. Chez Fiat à Turin, avec la DRH, on a discuté et il me disait que lorsque un salarié arrivait en retard, on lui retenait un quart d'heure de son salaire. C'est-à-dire que si le gars il avait 5 minutes de retard, on lui retenait un quart d'heure de son salaire. Alors, dans la pratique, quand il avait 5 minutes de retard, il allait à la machine à café et il arrivait avec 14 minutes de retard. Je me suis dit, c'est quand même dur comme système. Bon, j'étais un jeune étudiant, je ne connaissais pas la vie. Je dis oui, pourquoi pas, après tout c'est la règle du jeu, il y a intérêt à arriver à l'heure, c'est normal en fait. Hein. Mais quand même un quart d'heure, ça fait quand même beaucoup. Et le même été, je fais un stage dans une boîte américaine à Louisville, la ville jumelle de Montpellier, qui s'appelait Blue Cross, la Croix Bleue. Alors j'étais tellement marqué par cette expérience de chez Fiat que je vais voir la DRH, on discute de beaucoup de choses, je dis,
Comment vous faites, vous, avec les gens qui ne sont pas ponctuels? Je le subventionne, c'est très simple. Hein. Quand un salarié chez nous est ponctuel pendant un mois, on lui offre une demi-journée de congé. C'est génial. C'est la positivité. C'est génial. C'est l'opposé, la positivité. Et c'était le contraire de ce qui était fait. Voilà. Et c'est ça qui est génial. C'est savoir comment, ailleurs, on fait par rapport à un même problème, comment on réagit. Et après, tu choisis ta solution. Je ne dis pas que l'une est meilleure que l'autre, hein, mais tiens, j'y avais pas pensé. Voilà. Et c'est vrai pour beaucoup de choses. C'est vrai pour beaucoup de choses. Voilà. Et donc, l'intérêt du groupe, l'intérêt du syndicat, l'intérêt de toute organisation, dès l'instant où on met les gens ensemble, ils sont plus intelligents. Parce que justement, les expériences, elles sont tellement variées. Intelligence collective. Et après, tu choisis ta bonne solution. Il n'y a pas la bonne solution, elle n'existe pas en fait. Hein. Est-ce qu'il faut tutoyer ses collaborateurs? Est-ce qu'il faut leur faire la bise? Je ne sais pas. Mais c'est intéressant de savoir dans telle entreprise s'ils le font, s'ils ne le font pas. Quel avantage, quel inconvénient. Et après, je prendrai ma décision. Et ça, c'est pour tout. Est-ce qu'il faut aller le week-end jouer au tennis avec les salariés? Est-ce qu'il faut aller au restaurant avec les salariés? Est-ce qu'il faut inviter un salarié chez soi? Il n'y a pas la solution. Mais c'est intéressant de savoir comment vous faites, vous. Avec quel résultat? S'intéresser à l'expérience des autres. Ben oui. Génial. Ouais. À plus, on est plus fort. Hein. Exact. Là, c'est assez drôle, mais tu as créé aussi avec quelqu'un d'autre, j'ai oublié le nom. Dominique Saliba? Je crois. L'Académie internationale de rusologie. Ah oui, c'est le mot international qui est important en fait. Hein. L'Académie internationale de rusologie. On s'intéresse aux ruses. On s'intéresse aux ruses en dénonçant bien sûr les ruses délictueuses, elles ne nous intéressent pas, mais on aime bien l'intelligence relationnelle, l'habileté. Voilà. L'habileté dans la relation, ça c'est important en fait. Et donc pareil, dans cette académie, pour rentrer dans l'académie, il faut que chacun nous raconte une ruse qu'il a expérimentée. Et donc on s'enrichit, on va souvent faire un bouquin là-dessus en fait, hein, parce qu'on a des centaines de ruses. Ça doit être intéressant comme soirée. Bien sûr. Et on fête notre nouvel an le 31 mars. Ah, le 31 mars. Ah oui, la veille du 1er avril. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de raison qu'on fête le réveillon le 31 décembre comme tout le monde. Donc le 31 mars, on se réunit, on fait la fête. À minuit, on se fait la bise, on se fait un cadeau et voilà. Génial. Décalé. En tout cas, je tiens à dire que j'ai adoré ce livre. Hein. Tu as parlé de beaucoup de choses très intéressantes. Le sous-titre t'a intéressé? Le sous-titre t'a intéressé? Truisme ou oxymore, ouais. Ça t'a intéressé? Exact, ouais. Tu veux que je définisse? Vas-y, parce que j'étais obligé de regarder ça dans le dictionnaire, ouais. Je te cache pas. Ouais. Donc essaie de le définir pour nous. Donc il s'appelle Comment vendre honnêtement, avec un sous-titre, truisme ou oxymore. Truisme, c'est quelque chose d'évident. Voilà, le truisme, c'est une évidence. En fait, hein. Et l'oxymore, c'est le fait de rapprocher deux mots antinomiques, très différents. La force tranquille est un oxymore, en fait, hein, ce sont deux trucs opposés. Donc, vendre honnêtement, on met deux choses côte à côte, hein, vendre et honnêtement. Pour un commercial, c'est une évidence. On ne peut pas vendre si on ne vend pas honnêtement. Un véritable commercial, pour lui, il ne va pas arnaquer l'autre. Ça serait impensable. C'est un truisme, en fait. Hein. Alors que pour certains acheteurs, pour les non-commerciaux, ils pensent aux vendeurs de tapis, aux vendeurs d'aspirateurs en porte-à-porte, et pour eux, c'est l'arnaque, en fait. Hein. Et ça peut être un oxymore, en fait. Hein. Et donc, je démontre que ça doit être, et c'est dans la pratique, un truisme, en fait. C'est une évidence, bien sûr. Oui, ce qui est intéressant, c'est que aussi, parce que moi, j'ai croisé dans ma vie plein de gens qui me disent, dans leur façon de travailler, ils profitent de la faiblesse de leurs prospects pour faire de l'argent. C'est une réalité. J'ai entendu parler de gens qui vendent des porte-fenêtres à des petits vieux, qui leur forcent la main, parce que juste c'est des petits vieux, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est des mecs qui ont fait de l'argent, mais qui n'ont pas tardé. Mais si la solution proposée correspondait bien aux besoins de ces interlocuteurs, si vraiment c'est fait le problème, c'était ça, c'est que ça ne correspondait pas à leurs besoins. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a eu, on va dire, c'est peut-être pas la faute du commercial, c'est peut-être le patron qui donnait un exemple qui n'était pas très correct. Possible. En fait, hein. Mais toujours est-il, ce que j'ai aimé, c'est que là, tu as dit dans le livre, il ne peut y avoir de belles ventes sans déontologie. Ça, j'adore. Ça m'a toujours poursuivi dans ma façon de travailler, dans ma façon de vendre. Je vends des assurances, je vends des crédits, j'ai déjà vendu des chaussures, etc. J'ai jamais aimé vendre, on va dire, de la merde à mes clients. Si je vends quelque chose à un de mes clients, c'est que je peux moi-même l'acheter pour moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, j'ai adoré. Mais je vais plus loin dans mon raisonnement. Il n'y a pas de mauvais produits.
Il n'y a pas de mauvais produits. Il n'y a que des produits qui correspondent à des besoins différents. McDo, c'est pas bien ou mal. Hein. C'est différent de chez Pourcel, hein, des frères Pourcel, mais ça correspond à un besoin différent et à un budget différent. Là où il y a arnaque, c'est si McDo propose quelque chose qui ne correspond pas à sa promesse. Mais le produit en lui-même, c'est un produit correct, comme les autres produits, qui correspondent à des besoins et des budgets différents, c'est tout. Donc, un stylo pas cher, il n'est pas plus mauvais qu'un autre, en fait. Hein. Il correspond à un besoin d'utilisation facile, on peut le perdre, il coûte pas cher, voilà. C'est pas un Mont Blanc, oui, mais on le vend. Si on le vendait pour le prix d'un Mont Blanc, ça serait grave. Mais si on le vend à un juste prix, tous les produits sont intéressants, en fait. Hein. Tous les produits sont intéressants. Ok. Là, on va en parler quelque chose d'un petit peu plus personnel, je pense. Par exemple, on dit que le deuxième désir d'un entrepreneur, son premier désir, c'est de réussir son affaire. Son deuxième désir, c'est de transmettre son affaire à la bonne personne, enfin, aux bonnes personnes. Et je pense que dans ton cas, tu as réussi, parce que là, on le voit dans le... la quatrième de couverture. Voilà. Donc on le voit, tu poses fièrement avec tes deux beaux-fils, tes deux gendres. Ouais. Et voilà, donc c'est nos... J'ai eu beaucoup de chance, hein. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai deux filles qui ont choisi deux maris fabuleux. Et sans l'avoir choisi, les deux futurs maris sont venus au sein du cabinet et sont restés. Et ont même maintenant dirigent le cabinet. Donc la transmission est assurée depuis plusieurs années en fait. Hein. Donc ça se passe très très bien, avec une belle complicité. Et je vais te faire un aveu. Hein. Oui. Mon concept de management Epifit, je l'ai testé sur eux. Parce que c'était de belles plantes qu'il fallait faire pousser, qu'il fallait faire grandir. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué le rôle de support, hein, le support de plantes épiphytes, en fait. Tout simplement. Tout simplement. Ce sont de belles orchidées. Mais l'intérêt, c'est que ces orchidées, elles se sont développées pour eux, pour leur propre famille, et puis pour le cabinet aussi. Hein, tout le monde, c'est vraiment gagnant-gagnant, en fait. Hein. Quand on arrive à trouver des personnes avec qui il y a une belle complicité, on s'entend bien. Voilà. Tu as réussi à fonder, on va dire, une famille qui gagne. Oui. Et le dimanche, on mange ensemble avec beaucoup de plaisir. On se retrouve le dimanche aussi. Donc, voilà, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'arrière-pensée. Voilà, c'est sympa. Hein, c'est très sympa. Et j'apprends beaucoup à leur contact. Hein. Génial. Là, on arrive presque à la fin, on va dire, de notre émission. Je te laisse quelques minutes, là, si tu veux t'adresser un petit peu à nos téléspectateurs. Si tu as des conseils à leur donner, toi en tant que spécialiste, on va dire, des ressources humaines, etc. Un spécialiste aussi, on va dire, comme tu m'as dit tout à l'heure, de la mise en relation humaine. Voilà. Ah oui, je me définis comme un créateur de liens sociaux, en fait. Hein. Créateur de liens sociaux, c'est-à-dire que j'adore que les gens se réunissent entre eux, en fait. Hein, parce que être au cœur, au centre de plusieurs réseaux, c'est intéressant de faire les gens s'interconnecter, en fait. Hein. C'est beaucoup plus intéressant. Et rassembler ce qui est épars, je trouve que c'est une très belle chose. Moi, je trouve que tu es quelqu'un de très altruiste et c'est génial. Je suis sûr, par exemple, que tu as aidé beaucoup de gens grâce à ton... Oui, mais il faut le faire sans arrière-pensée, en fait. Hein. Donc, il faut être désintéressé. Voilà, il faut donner. Si je veux recevoir, je dois donner. Voilà, on va dire le meilleur conseil que tu puisses donner aux gens qui nous écoutent. Voilà, si vous voulez recevoir, il faut savoir donner. Voilà. Mais il ne faut pas donner en disant je donne parce que j'aurai demain un retour. Non, il faut donner de manière désintéressée. Et forcément, la vie fait que dans une heure, un jour, un mois, 2 ans, 10 ans, il y a toujours un retour positif. Si on irradie du positif, on recevra du positif. Super. Merci en tout cas d'être venu, Florian. Merci de ton invitation. Voilà. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de notre émission. La prochaine fois, nous aurons aussi plein de personnes, plein d'invités exceptionnels comme tous nos invités qui sont venus jusqu'ici, jusqu'à maintenant. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.